Ma fille m'a dit que l'œuvre de ma vie ne valait rien. Elle a dit que je devrais avoir honte de me montrer à son mariage. J'ai regardé la montagne de factures qu'elle s'attendait à ce que je paie. Et j'ai réalisé qu'elle avait raison sur une chose. La vie que je menais, celle où je n'étais qu'un portefeuille ouvert, ne valait rien. Alors, je lui ai donné exactement ce qu'elle demandait. Un héritage qu'elle n'oublierait jamais. Et un mariage pour lequel elle paierait le reste de sa vie. Avant que je vous raconte comment un simple appel à mon avocat a transformé son mariage de rêve en cauchemar public, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. Et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous croyez que le respect est quelque chose qui doit se mériter, et non s'acheter. L'air dans mon propre salon semblait étranger, épais d'une tension sans nom, posé comme de la poussière sur les meubles que je connaissais par cœur. En face de moi, sur le canapé en cuir que ma femme Isabelle avait choisi des décennies plus tôt, étaient assis ma fille Chloé et son fiancé Jordan. Ce n'était pas une visite. Une visite implique de la chaleur, un désir sincère de connexion. C'était une présentation, une réunion d'entreprise où j'étais le seul investisseur et le seul à ne pas avoir le droit de vote. Sur la table basse en chêne massif que j'avais construite de mes propres mains reposait un lourd classeur relié en cuir. Il était blanc ivoire avec les mots « Le mariage de Chloé et Jordan » embossés en lettres d'or. Cela ressemblait plus à un document juridique qu'à une célébration d'amour. Chloé tournait ses pages glacées avec une efficacité alarmante, ses ongles parfaitement manucurés tapotant sur des photos de lieux, de fleurs et de menus avec des étiquettes de prix qui pourraient nourrir un petit village. « Alors, tu vois, papa » commença-t-elle, sa voix un monotone polie et sans émotion, comme si elle lisait un script. « Nous avons réservé le lieu. Le domaine de la Crête d'Or. La famille Dubois a une histoire là-bas. Cela correspond à un certain standing. Tu comprends ?» J'ai hoché la tête lentement. À 71 ans, j'ai appris que le silence peut être la réponse la plus honnête. Je suis ingénieur civil de profession. Toute ma vie a tourné autour des fondations, des charges de contraintes et des chiffres qui ne mentent pas. Je comprends les standards. Mon standard est qu'un pont doit résister à un ouragan de catégorie 5. Le standard de ma fille, semblait-il, était que les invités devaient être impressionnés par le coût du champagne. Et voici les fournisseurs privilégiés, a-t-elle poursuivi, désignant une page remplie de logos élégants. Nous avons choisi la boutique Fleurs de Prestige pour les compositions florales. Le propriétaire m'a assuré qu'ils peuvent importer les pivoines blanches spécifiques des Pays-Bas que la mère de Jordan préfère. Jordan, qui jusqu'à présent était resté aussi immobile et ornemental qu'une statue de jardin, s'éclaircit la gorge et m'offrit un sourire bien répété. Elle sera ravie, monsieur Chevalier. Ce sont les petits détails qui font toute la différence, vous savez. Oh, je connais les petits détails. Je sais qu'un seul boulon desserré peut compromettre une structure en acier entière. Et j'avais le sentiment très net qu'il y avait beaucoup de boulons desserrés dans ce projet particulier. Tout cela semble très minutieux, dis-je, choisissant mes mots avec le soin d'un homme rédigeant un rapport structurel. Chloé tourna la page pour révéler une feuille de calcul dense. Ceci est le budget préliminaire. J'ai pris en compte les principales dépenses. Les frais de location du domaine s'élèvent à 120 000 €, ce qui inclut leur forfait de base pour 200 invités. Les fleurs coûteront environ 25 000 €. La photographie et la vidéographie, 18 000 €. La robe, eh bien, je suis encore en train de décider, mais nous devrions prévoir au moins 15 000 €. Elle récitait ces chiffres avec autant de désinvolture que si elle lisait une liste de courses. Je n'ai pas bronché. J'ai passé plus de 40 ans à gérer des projets d'infrastructure de plusieurs millions d'euros. Les grands chiffres ne me font pas peur, mais ces chiffres-là représentaient du béton et de l'acier, des projets qui servaient des communautés pendant des générations. Que représentaient ces chiffres-ci? Une fête de 6 heures. Alors, dis-je enfin, la regardant droit dans les yeux. Que attends-tu exactement de moi? Chloé ferma le classeur. Le claquement du couvercle fut sec et définitif. Le plan est en place. J'ai juste besoin que tu t'assures que les paiements soient effectués à temps. J'ai ouvert un compte joint pour toutes les dépenses liées au mariage. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'approvisionner. Et voilà. Pas une question, pas un « qu'en penses-tu, papa ?» Je n'étais pas le père de la mariée. J'étais le financier silencieux d'un événement où mon seul rôle était de signer les chèques. J'ai regardé ma fille, cherchant la petite fille qui s'asseyait sur mes genoux et traçait les lignes de mes plans. Tout ce que je voyais, c'était une étrangère aux yeux perçants et avec un plan de dépenses impeccable. « Oh, au fait », ajouta Chloé, son ton aussi désinvolte que si elle parlait de la météo. Elle était en train de revenir à la section du photographe, comparant deux styles d'éclairage différents. Après le mariage, Jordan et moi prévoyions de vendre cette maison. Si les chiffres financiers avaient été une série de petites coupures, ces mots furent un coup de poing dans le ventre qui me coupa le souffle.
Il fallut un moment à mon esprit pour les traiter. Cette maison, la maison que j'avais achetée quand le terrain n'était que mauvaise herbe et une prière. La maison dont le premier plan avait été esquissé sur une serviette en papier dans un café, avec Isabelle assise à côté de moi, débattant du meilleur emplacement pour la fenêtre de la cuisine afin de capter le soleil du matin. Elle est tellement démodée, continua Chloé, les yeux toujours rivés sur le catalogue, complètement inconsciente de la dévastation qu'elle venait de provoquer. Et nous aurons besoin d'un acompte conséquent pour notre nouvelle maison dans le quartier des Dubois. Un nouveau départ, tu sais. Un nouveau départ en rasant le passé. Mon regard dériva de l'expression froide de ma fille au portrait d'Isabelle au-dessus de la cheminée. Elle souriait, ce doux sourire qui pouvait vous faire sentir que le monde était un endroit sûr et merveilleux. Derrière elle, sur la photo, se trouvait le treillis de roses que j'avais construit pour elle. Je me souviens de la sueur sur mon front alors que je mélangeais le mortier, posant chaque brique avec précision. Isabelle m'avait apporté un verre de thé glacé, ses propres mains tachées de terre de son jardin. « Ce sera le plus beau coin du monde, mon amour », avait-elle dit. Et ça l'était. Chaque été, ces roses explosaient dans une débauche de couleurs, un témoignage vivant d'un amour patient et réel. Ses mains à moi, maintenant tachetées par l'âge, avaient posé chaque pavé de la terrasse arrière, théâtre d'innombrables barbecues familiaux, l'endroit où Chloé avait fait ses premiers pas chancelants sur l'herbe. Ce n'était pas juste une maison. C'était le réceptacle des souvenirs de toute une vie. Chaque égratignure sur le parquet racontait une histoire. La bosse dans le mur de la cuisine venait de la première petite voiture de Chloé. La faible tache d'eau au plafond du salon était le fantôme d'un bouchon de champagne de notre 25e anniversaire. Et maintenant, tout cela, tout l'héritage physique d'une vie de mariage, était rejeté par ma propre fille comme étant démodé. Le conflit ne portait plus sur l'argent. Il s'était transformé en une profanation impardonnable, un sacrilège contre la mémoire de la femme qui lui avait donné la vie. Un frisson parcourut mon échine. La jeune femme assise en face de moi ne pouvait pas être la fille d'Isabelle. La fille d'Isabelle n'aurait jamais été aussi cruelle. Je me forçais à revenir au présent, aux chiffres, la seule chose dans la pièce qui semblait solide et réelle. Je pris une profonde inspiration, essayant de garder le tremblement hors de ma voix. « Chloé, dis-je, en montrant une ligne sur le budget du traiteur. 500 € par couvert. Tu es sûr de ça? Nous pourrions trouver un traiteur fantastique pour un tiers de ce prix. » C'était une question logique, la question d'un homme qui a passé toute sa carrière à optimiser les coûts sans sacrifier la qualité. Pour Chloé, cependant, c'était une attaque personnelle. Elle soupira, un son dramatique et théâtral d'exaspération pure, comme si je venais de lui demander d'expliquer la physique quantique. « Papa, dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. Ce n'est pas un de tes appels d'offres de construction où tu peux remplacer de l'acier de grade à part du grade B pour économiser quelques sous. Il s'agit d'images. Il s'agit de l'expérience. Il s'agit de faire une déclaration sur qui nous sommes. Tu ne comprendrais tout simplement pas. Tu ne comprendrais pas. » Ces trois mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, construisant un mur invisible. Un mur fait de son arrogance et de mon silence stupéfait. La fissure que j'avais sentie plus tôt venait de s'élargir béante. À ses yeux, je n'étais pas son père. L'homme qui lui avait appris à faire du vélo et à construire un nichoir. J'étais juste un vieil homme avec un chéquier démodé, une relique d'un temps plus simple qui ne pouvait absolument pas saisir le calcul social complexe du monde qu'elle voulait si désespérément rejoindre. Jordan, sentant la chute soudaine de température, intervint rapidement. « Ce que Chloé veut dire, monsieur, c'est que le chef du domaine de la Crête d'Or est considéré comme un artiste. Chaque assiette est une œuvre d'art. C'est plus que de la simple nourriture. » Je regardais le jeune homme, qui serait bientôt mon gendre. Il débitait ses répliques avec une sincérité creuse et répétée. Il était exactement comme elle, pris dans un monde où la valeur d'un objet était déterminée uniquement par son prix. Je ne dis pas un mot de plus. Je me contentais de hocher la tête. La réunion était terminée. J'avais reçu les plans. Je comprenais ma fonction. Mais alors que je les regardais partir, que je voyais la BMW rutilante de Jordan disparaître dans la rue tranquille de banlieue, je sus une chose avec une certitude absolue. Ce n'était pas un projet pour construire un mariage. C'était un projet de démolition. Et les fondations de ma propre famille étaient sur le point d'être rasées. Le sommeil ne vint pas cette nuit-là. Le repos est pour les esprits en paix, et mon esprit était un plan chaotique d'une structure sur le point de s'effondrer. La conversation avec Chloé tournait en boucle dans ma tête. Chaque mot était une fissure se propageant à travers les fondations de tout ce que je pensais avoir construit. Mais le chagrin est un luxe. Et j'ai été élevé dans un monde où les problèmes ne se résolvent pas en ressentant, mais en agissant. J'ai donc fait la seule chose que je savais faire face à un échec potentiel. Je suis allé dans mon bureau,
j'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à analyser les données. Mon bureau a toujours été mon sanctuaire. C'est une pièce d'ordre et de logique, tapissée de livres sur la mécanique des structures, la géologie et l'histoire de l'architecture. Ma vieille table à dessin est toujours dans un coin, une relique d'un autre temps. Dans cette pièce, chaque problème a une solution qui peut être trouvée avec un crayon bien taillé, un esprit clair et un respect pour les chiffres. Je me suis assis à mon bureau, la lueur du moniteur illuminant mon visage, et j'ai ouvert le fichier que Chloé m'avait si efficacement partagé. C'était un tableur intitulé « Plan directeur mariage ». Chloé et Jordan. À première vue, c'était impressionnant. Chloé avait hérité de mon sens de l'organisation. Tout était codé par couleur, catégorisé et référencé. Il y avait des onglets pour la liste des invités, les fournisseurs, le calendrier. C'était un plan de projet parfait. Mais un bon ingénieur sait que la présentation la plus soignée peut souvent cacher les défauts les plus profonds. J'ai cliqué sur l'onglet budget. Les chiffres que j'avais entendus plus tôt étaient tous là, disposés en rangée nette. 120 000 € pour le lieu, 25 000 € pour les fleurs, et ainsi de suite. Mais j'ai alors commencé à remarquer les éléments plus petits, plus vagues. Une ligne de 5 000 € intitulée « Amélioration de l'ambiance ». Que était-ce que c'était? Un éclairage spécial, des bougies parfumées, un autre montant de 7 500 € pour les cadeaux de bienvenue aux invités. Allions-nous leur donner de l'or massif? Les chiffres semblaient mous, gonflés comme du béton mal mélangé, plein de poches d'air. C'était un budget conçu pour paraître complet tout en dissimulant son propre excès. C'était l'histoire officielle, la version propre et approuvée par les parents du projet. Mais tout homme qui a supervisé un chantier de construction sait que la véritable histoire se trouve souvent dans les factures des sous-traitants, les dépenses non listées. Mon esprit s'est tourné vers la carte de crédit supplémentaire. Je la lui avais donnée quand elle était partie à l'université, il y a près de 15 ans. C'était pour les urgences, seulement, un pneu crevé, un ordinateur portable cassé, un vol de dernière minute pour rentrer à la maison. Je ne l'avais jamais retiré du compte. Je lui faisais confiance. Pendant toutes ces années, elle l'avait à peine utilisé. Par curiosité, j'avais vérifié le solde il y a quelques mois, et il était vierge. Maintenant, une sensation de froid m'envahit. J'ai ouvert un nouvel onglet dans mon navigateur et me suis connecté au portail en ligne de ma banque. J'ai navigué jusqu'au relevé de carte de crédit, mon cœur battant à un rythme lent et lourd contre mes côtes. J'ai cliqué sur le relevé le plus récent, et c'est là que le sol s'est dérobé sous mes pieds. L'écran était rempli de transactions, des dizaines. Ce n'était pas la fantaisie propre et organisée du tableur. C'était la vérité désordonnée et indéniable. Mes yeux ont parcouru la liste, et un nouveau type de froid, différent du chagrin, a commencé à s'installer dans mes os. C'était le froid de la prise de conscience. La première chose que j'ai vue était un débit mensuel récurrent depuis 6 mois. Des honoraires de consultation de 2 000 € payés à la même organisatrice de mariage renommée que Chloé avait mentionnée. Le tableur ne listait qu'un seul acompte. Cela signifiait qu'elle payait cette organisatrice en secret bien avant de me présenter le classeur officiel. Ce n'était pas une folie récente. C'était une tromperie calculée et à long terme. Le projet dépassait déjà son budget avant même d'être officiellement approuvé. J'ai continué à faire défiler, le souffle court. Il y avait des frais d'un bar sur le toit dans le quartier le plus cher de la ville, une seule transaction de plus de 8 000 €. Le mémo indiquait « Fête de fiançailles Chevalier du Bois ». Une fête de fiançailles. J'étais le père de la mariée. Et je ne savais même pas qu'il y avait une fête de fiançailles. J'ai imaginé Chloé levant une coupe de champagne, entourée de ses nouveaux amis et de la famille Dubois. Tout cela payé avec mon argent, pendant que j'étais assis à la maison, complètement inconscient. Puis vinrent les dépenses d'Ibiza, en Espagne. Des billets d'avion, un séjour de 4 nuits dans un hôtel en bord de mer, des frais de spa, de restaurants exclusifs et d'une discothèque où une seule bouteille de vodka coûtait plus que mon premier mois de salaire. Les dates correspondaient à un week-end où Chloé m'avait dit qu'elle assistait à une conférence marketing. C'était son enterrement de vie de jeune fille, des vacances secrètes et somptueuses construites sur une fondation de mensonges. Mon examen méthodique était maintenant une descente dans un cauchemar. Mon esprit, entraîné à voir des schémas, en voyait un clairement maintenant. Un schéma de droit absolu. Puis j'ai vu le nom de Jordan. Une dépense de 4 000 € chez Artisan Tailleur. Un endroit connu pour faire des costumes sur mesure pour les banquiers et les politiciens. Une dépense de 2 000 € au très select Golf de Saint-Cloud, avec le mémo « Sortie golf du marié ». Ma mâchoire se serra. C'était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ils n'utilisaient pas seulement mon argent pour leur mariage. Ils utilisaient ma carte de crédit d'urgence, ma confiance,
pour financer l'entrée de Jordan dans le style de vie des riches et puissants. Ils achetaient son accès au monde de sa propre famille à mes frais. J'ai senti une vague de nausée. J'ai dû m'arrêter, m'adossant à ma chaise et fermant les yeux. J'ai pensé à Isabelle. Elle respectait le travail acharné d'un homme. Elle connaissait la valeur d'un euro parce qu'elle savait la sueur qu'il fallait pour le gagner. Que penserait-elle si elle voyait ça? Si elle voyait sa fille traiter les économies de ma vie comme un puissant fond pour impressionner des gens qui avaient déjà tout. Je devais tout voir, je devais connaître toute l'étendue des dégâts. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé à nouveau l'écran. Et là, c'était le coup de grâce. C'était une transaction effectuée il y a 3 mois, un acompte non remboursable de 20 000 euros. Le fournisseur était Azur Voyage, une agence haut de gamme spécialisée dans les vacances exotiques. Le mémo était écœurant de clarté, forfait lune de miel, bungalow sur pilotis, Maldives. Ils avaient réservé leur lune de miel extravagante avant même d'avoir réservé l'église. Mais c'est la transaction juste en dessous qui m'a vraiment brisé. C'était un montant de 12 000 euros d'un magasin appelé « Style de vie moderne », un endroit qui vendait des meubles minimalistes à des prix astronomiques. La date remontait à la semaine dernière. J'ai failli ne pas comprendre sa signification jusqu'à ce que je me souvienne des mots désinvoltes et cruels de Chloé plus tôt dans la soirée. Après le mariage, nous prévoyons de vendre cette maison. Nous aurons besoin d'un acompte pour notre nouvelle maison. Ils ne planifiaient pas seulement leur fête. Ils meublaient déjà leur nouvelle vie. Une vie construite sur la vente de ma maison, la profanation de mes souvenirs, et financée par ma trahison complète et totale. Je suis resté longtemps à regarder l'écran. Les chiffres se sont brouillés. Ce n'étaient plus seulement des chiffres. C'étaient des armes. Chacun était un témoignage de l'avidité de ma fille et de ma propre cécité insensée. L'ingénieur en moi a pris le dessus. La douleur était toujours là, une douleur profonde et résonnante. Mais elle était maintenant recouverte d'une grille de logique froide et dure. Le problème avait été identifié. Les faiblesses structurelles avaient été exposées. L'étendue de la défaillance était maintenant entièrement documentée. Mon travail au cours des 40 dernières années a été de réparer les structures défaillantes ou, lorsque les dommages étaient trop importants, de superviser leur démolition contrôlée. J'ai fermé l'ordinateur portable. Le clic silencieux a résonné dans la pièce silencieuse. Je connaissais enfin toute l'étendue du projet, et maintenant je savais exactement ce que je devais faire. Avec le rapport accablant de la trahison de ma fille brillant sur l'écran devant moi, un calme étrange s'est installé dans mon âme. Le choc était passé, et la brûlure de la colère s'était refroidie pour devenir quelque chose de plus dur, de plus résolu. J'étais un ingénieur qui venait de découvrir une faille fatale dans une poutre de support critique. La réponse émotionnelle était secondaire à la réalité structurelle. La structure était compromise. Elle allait s'effondrer. Maintenant, il me fallait juste effectuer un dernier test. Un test de son intégrité pour voir s'il restait quoi que ce soit à sauver. Mes yeux ont parcouru une dernière fois le tableur, s'arrêtant sur une seule ligne. Budget robe de mariée, 15 000 euros. 15 000 euros. C'était plus que ce que j'avais gagné pendant mes 2 premières années de travail. Mais ce n'était pas le chiffre lui-même qui m'a frappé. C'était le souvenir qu'il profanait. Je me suis adossé, et la lumière stérile du moniteur s'est estompée alors que mon esprit retournait plus de 40 ans en arrière. J'étais dans cette même maison, mais elle était plus jeune alors, remplie de l'odeur de la peinture fraîche et de nouveaux départs. Et de la chambre d'amis, qui lui servait d'atelier de couture, venait un doux bourdonnement rythmique. C'était le son de la vieille machine à coudre Singer d'Isabelle, un son qui, pendant des mois, fut la berceuse de nos soirées. Elle fabriquait sa robe de mariée. Je me souviens du tissu. Ce n'était pas de la soie importée ou de la dentelle française sophistiquée. C'était un coupon de simple et élégante dentelle de coton qu'elle avait trouvé en solde dans une petite boutique du centre-ville. Elle voyait la beauté là où d'autres voyaient une bonne affaire. Je me souviens d'elle assise par terre, entourée de patrons et de chutes de tissu blanc. Son front plissé par la concentration, une expression de détermination féroce et joyeuse sur son visage. Elle a consacré des centaines d'heures à cette robe. Chaque point était un témoignage de sa patience, de son talent et de sa conviction que les choses les plus précieuses dans la vie sont celles que l'on crée de ses propres mains et de son propre cœur. Le jour de notre mariage, elle était radieuse. La robe n'était pas un symbole de statut. Elle faisait partie d'elle. Elle racontait notre histoire, celle de 2 jeunes gens avec plus d'amour que d'argent, construisant une vie à partir de rien. Elle n'a jamais été aussi belle. Après le mariage, elle l'a rangée avec un soin respectueux dans une malle en cèdre au pied de notre lit. Elle y est toujours, reposant dans l'obscurité, témoin silencieux d'une vie d'amour. Avec ce souvenir chaleureux et douloureux remplissant mon cœur, j'ai pris mon téléphone. Je savais quelle serait probablement la réponse de Chloé,
mais je devais l'entendre. Je devais lui donner une dernière chance de montrer qu'une partie de sa mère, une partie des valeurs que nous avions tant essayé de lui inculquer, subsistait encore. J'ai fait défiler jusqu'à son nom et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix impatiente. « Papa, il est tard. Tout va bien ?»« Tout va bien, Chloé, » dis-je, en gardant ma propre voix égale et calme. Je regardais à nouveau le budget, et j'ai eu une idée. Un soupir de sa part. Si c'est encore à propos du traiteur, je n'ai vraiment pas l'énergie. Non, ce n'est pas à propos du traiteur, dis-je. C'est la robe de mariée. 15 000 €, c'est une somme importante. J'ai fait une pause, laissant la déclaration en suspens. Ça m'a fait penser à la robe de ta mère. Tu t'en souviens? Celle qu'elle a faite elle-même? Elle en était si fière. Elle est toujours parfaitement rangée à l'étage dans la malle en cèdre. Je lui offrais une bouée de sauvetage, un pont vers un monde où les choses avaient un sens au-delà de leur prix. Je la suppliais silencieusement de se souvenir, de comprendre. Sa réponse fut instantanée, un rire court et sec, dénué de toute chaleur. « Papa, tu es sérieux, là? Ce vieux truc? Il est probablement jauni et sans la naphtaline. On se marie au domaine de la Crête d'Or, pas dans une salle des fêtes. Je ne peux pas arriver en portant une vieille robe faite maison pleine de poussière. Mon Dieu, que penseraient les Dubois? » Et voilà, le résultat final du diagnostic. Elle n'a pas seulement rejeté l'idée, elle s'en est moquée. Elle a pris un souvenir qui m'était sacré, un symbole de la belle âme de sa mère, et l'a piétiné avec le talon de son ambition. Que penseraient les Dubois? C'était la seule question qui comptait pour elle. Pas qu'aurait voulu ma mère. Pas qu'est-ce qui honorerait l'histoire de ma famille. Une tristesse profonde et finale m'envahit, éteignant la dernière lueur d'espoir. J'avais ma réponse. La fille qu'Isabelle et moi avions élevée, la petite fille qui aimait entendre les histoires sur la façon dont nous avions construit notre vie ensemble, avait disparu. À sa place se trouvait une étrangère, une personne qui vendrait volontiers la mémoire de sa mère pour l'approbation de riches beaux-parents. Il ne s'agissait plus d'une question d'argent. C'était une question de préservation. Je devais protéger l'héritage de ma femme, la sainteté de notre vie commune, de la seule personne qui aurait dû en être la gardienne la plus dévouée. Je vois, dis-je, ma voix calme, mais la décision derrière elle aussi solide que du granit. Tu as raison. C'était une idée stupide. Bonne nuit, Chloé. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le test était terminé. La structure était condamnée. Après l'appel téléphonique avec Chloé, je suis resté assis dans l'obscurité de mon bureau pendant un long moment. Les chiffres sur l'écran de l'ordinateur n'étaient plus seulement la preuve d'une trahison financière. Ils étaient les symptômes d'une maladie plus profonde, d'une pourriture dans les valeurs de la fille que je croyais connaître. J'avais analysé son rôle dans ce désastre. Mais chaque structure défaillante a plus d'un point de faiblesse. Je devais comprendre le rôle de Jordan dans tout cela. Était-il un passager réticent dans le train fou de l'ambition de Chloé? Ou était-il aux commandes à côté d'elle? Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. Le lendemain matin, je l'ai appelé. Ma voix était égale, amicale. « Jordan, c'est Léo. J'espérais que tu aurais le temps pour un café ce matin. J'aimerais discuter de quelques points financiers du mariage, d'homme à homme. » Il y eut une brève hésitation à l'autre bout du fil, un silence juste assez long pour que je le remarque. « Oh, bien sûr, Léo. Absolument. Où devrions-nous nous retrouver ?» dit-il finalement, sa voix un peu trop enjouée, un peu trop empressée. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café tranquille du centre-ville, un terrain neutre. Je suis arrivé en avance et j'ai choisi une table dans un coin, loin de l'agitation matinale. J'ai posé un simple dossier en carton sur la table devant moi. Il contenait les impressions des relevés de cartes de crédit. Ce n'était pas une accusation. C'était le plan de la vérité. Jordan est entré quelques minutes plus tard, portant un polo qui coûtait probablement plus cher que mon premier costume. Il a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Léo, content de vous voir, » dit-il en me serrant la main. Sa paume était moite. « Merci d'être venu, Jordan, » dis-je calmement, lui faisant signe de s'asseoir. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. » Je n'ai pas engagé la conversation. Un ingénieur ne perd pas de temps en politesse quand une fondation se fissure. J'ai ouvert le dossier. J'ai examiné les dépenses du mariage, commençai-je, en faisant glisser le premier relevé sur la table. Et j'ai trouvé quelques anomalies que j'espérais que vous pourriez éclaircir. Par exemple, cette dépense ici, de plus de 8 000 €. Une fête de fiançailles au bar panoramique, le Monarque. Je ne me souviens pas d'y avoir été invité. Les yeux de Jordan se sont posés sur le papier, puis sont revenus vers moi.
Une lueur de panique traversa son visage avant qu'il ne la masque par un rire forcé. Oh, ça! C'était vraiment à la dernière minute. Léo. Quelques-uns de nos amis voulaient juste faire quelque chose de spécial pour nous. Chloé allait vous le dire, mais nous ne voulions pas vous déranger avec les petits détails. 8 000 € n'est pas un petit détail, Jordan, dis-je, ma voix restant parfaitement égale. J'ai montré la série de frais suivante. Et je ne suis pas sûr qu'un week-end d'enterrement de vie de jeune fille à Ibiza coûtant près de 10 000 € puisse être qualifié de petit détail non plus. Il pâlit, balbutiant. Ça, c'était pour Chloé et ses amis. Je n'étais pas impliqué là-dedans. Il essayait de construire un pare-feu, de s'isoler de ses dépenses. C'était une faible défense. Je vois, dis-je. J'ai glissé le deuxième relevé devant lui. Alors peut-être pouvez-vous expliquer ceci. Mon doigt atterrit sur une dépense de 4 000 € chez Artisan Tailleur, puis une autre pour une sortie de golf au très sélect Golf de Saint-Cloud. Ceci semble porter votre nom. J'ai donné cette carte à Chloé pour les urgences. J'essaie de comprendre en quoi un costume sur mesure et une partie de golf avec vos amis sont des urgences. Sa façade s'est effondrée. Le sourire répété a disparu, remplacé par le regard paniqué d'un jeune homme pris dans un mensonge qu'il n'était pas assez malin pour maintenir. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il n'y avait pas d'explication. Les chiffres ne mentaient pas. Il a baissé les yeux sur ses mains, puis les a levés vers moi, ses yeux suppliants. Léo, je peux expliquer. Je me suis légèrement penché en avant, ma voix baissant mais ne perdant rien de son intensité. Alors, s'il vous plaît, faites-le. Je suis un homme raisonnable, Jordan. Mais je suis aussi un homme qui a travaillé dur pour chaque centime qu'il possède. Je pensais que j'aidais ma fille et vous a commencé une vie ensemble. Mais ça, j'ai fait un geste vers les papiers sur la table. Ce n'est pas construire une vie. C'est monter un spectacle. Alors, je vous le demande à nouveau. Expliquez-moi. Il a finalement craqué. Il s'est affalé sur sa chaise, l'image même de la défaite. Ce sont mes parents, dit-il, sa voix à peine un murmure. Les Dubois. Ils vivent dans un monde différent, Léo. Un monde d'attente. Tout est une question d'apparence. Qui vous connaissez, où vous allez, ce que vous portez. Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose d'authentique dans ses yeux. La peur. Quand Chloé et moi nous sommes fiancés, la pression a commencé. Ma mère a commencé à faire des commentaires sur notre standing, sur le fait que Chloé devait s'intégrer. Chloé l'a mal pris. Elle a l'impression de devoir constamment faire ses preuves auprès d'eux, de prouver qu'elle leur appartient. Il a pris une inspiration tremblante et a porté le coup de grâce final à mon cœur. Elle veut juste leur montrer qu'elle est l'une des leurs, que sa famille peut offrir le même genre de vie, le même genre de mariage qu'ils attendent. Elle veut qu'ils soient fiers d'elle, qu'ils soient fiers de nous. Voilà. La vérité fondamentale de tout le projet, exposée sur une table de café. Il ne s'agissait jamais d'amour. Il ne s'agissait jamais de célébrer une union. C'était une tentative désespérée et coûteuse de ma fille pour s'acheter une place dans un club qui la méprisait. Et l'œuvre de ma vie, mes économies, l'héritage de ma défunte femme n'était rien de plus que les frais d'inscription. J'étais utilisé comme levier dans une transaction sociale dont j'ignorais même l'existence. Jordan n'était pas seulement un complice. Il était le principal bénéficiaire de cette fraude. Il pouvait paraître bien aux yeux de ses parents, et c'est moi qui payais la note. J'ai lentement rassemblé les papiers et les ai remis dans le dossier. J'ai regardé Jordan, ce jeune homme faible et effrayé qui avait laissé ma fille sacrifier la dignité de son propre père pour le bien des apparences. Je ne ressentais aucune colère. La colère impliquerait un lien émotionnel, et ce lien venait d'être rompu. Tout ce que je ressentais était une clarté profonde et glaçante. Le dernier point de données était entré. L'analyse était complète. Merci pour votre honnêteté, Jordan, dis-je, ma voix aussi calme que si je concluais une réunion d'affaires. Je me suis levé, le laissant assis là, au milieu des ruines de ses excuses. Cela a été très éclairant. J'ai posé un billet de 10 € sur la table pour payer les cafés et je suis sorti du café, sans me retourner. J'avais vérifié l'intégrité de tous les composants et ils avaient tous échoué au test. La démolition pouvait maintenant commencer. Après ma rencontre avec Jordan, la voie à suivre était claire, les données étaient collectées, l'analyse était complète. Un ingénieur sait qu'on ne discute pas avec les lois de la physique. Et je savais maintenant que je ne pouvais pas discuter avec la nature fondamentale de ma fille ou de son fiancé. Il ne restait plus qu'une étape avant d'initier une démolition contrôlée, une présentation formelle finale des limites structurelles. J'ai décidé d'organiser un dernier dîner. J'ai passé l'après-midi dans la cuisine, le poids familier de ma cocotte en fonte, une présence réconfortante dans mes mains.
Je préparais un bœuf bourguignon, la recette d'Isabelle. C'était un repas simple et honnête, du genre qui emplit une maison de l'odeur de la chaleur et des souvenirs. Tandis que je coupais les carottes et les oignons, mes mouvements méthodiques et précis, mon esprit n'était pas au mariage, mais au passé. Je me souvenais avoir cuisiné ce même plat avec Isabelle les soirs froids d'hiver. Les fenêtres embuées, nos rires résonnant dans la petite cuisine chaleureuse. Cette maison n'était pas seulement une structure de bois et de clous. C'était le réceptacle d'une vie de tels moments. Je ne me battais pas seulement pour mon fonds de retraite. Je me battais pour la sainteté de ce réceptacle. J'ai appelé Chloé cet après-midi-là. « J'aimerais que Jordan et toi veniez dîner ce soir, » dis-je, la voix égale. Je pense qu'il est temps de finaliser le budget du mariage une bonne fois pour toutes. D'accord, dit-elle, sa voix froide et professionnelle. Nous pouvons être là à 19 heures. Il n'y avait aucune chaleur, aucune curiosité. C'était un rendez-vous qu'elle acceptait. Ils sont arrivés exactement à l'heure, apportant une bouteille de vin qui coûtait plus que mes courses de la semaine. Ils me l'ont présenté comme une offrande diplomatique. L'air était épais d'une tension tacite. Nous nous sommes assis à la lourde table de salle à manger en chaîne, la même table où Chloé avait fait ses devoirs d'enfant, où nous avions célébré chaque anniversaire et chaque fête pendant 30 ans. Maintenant, elle ressemblait à une table de conseil d'administration, et nous étions 3 adversaires prétendant être une famille. J'ai servi le bourguignon. Il était riche et parfumé, la viande assez tendre pour être coupée à la fourchette. Jordan a mangé le sien avec un enthousiasme poli et vide. Chloé a à peine touché au sien. Elle poussait les morceaux de pommes de terre et de carottes dans son assiette avec sa fourchette. « C'est délicieux, papa, » dit-elle, la voix plate. Juste un peu lourd. J'essaie de faire attention aux glucides avant le mariage. La cruauté désinvolte de la remarque m'a presque fait rire. Voilà qu'elle prévoyait de dépenser un quart de million d'euros de mon argent, mais elle s'inquiétait des glucides dans une pomme de terre. Nous avons mangé dans un silence quasi total, ponctué uniquement par le cliquetis des couverts et des banalités sur le temps et la circulation. Je les ai observés. J'ai vu comment ils évitaient de regarder les photos de famille sur les murs. J'ai vu comment les yeux de Chloé parcouraient la pièce, non pas avec nostalgie, mais avec le regard détaché d'un expert immobilier, estimant sa valeur marchande. Mon analyse se confirmait à chaque minute silencieuse qui passait. Quand le repas fut terminé, j'ai débarrassé les assiettes. Jordan se leva, l'air agité. « Eh bien, c'était super, Léo. Nous devrions probablement y aller. Asseyez-vous, Jordan, dis-je. » Ma voix n'était pas forte, mais elle avait un nouveau poids, un ton qui le fit obéir immédiatement. Je suis allé à mon bureau et je suis revenu avec un autre dossier. Celui-ci était vieux et usé. Il ne contenait pas leur relevé de carte de crédit. Il contenait ma vie. Je me suis assis et l'ai ouvert sur la table, juste à côté des verres de vin à moitié vides. « Vous vouliez finaliser le budget, » dis-je. « Finalisons-le. » J'ai fait glisser le premier document sur la table. C'était le relevé de mon plan d'épargne retraite. 1, 2, 3, 4. Le compte auquel j'avais assidûment contribué à chaque paie pendant plus de 40 ans. Voilà, dis-je. C'est ce qu'il me reste pour vivre les 20, peut-être 30 prochaines années. Je leur ai ensuite montré mes revenus projetés de la sécurité sociale, mes actifs, mes relevés d'impôts fonciers, mes coûts de santé estimés. Je n'étais pas ému. J'ai tout présenté avec la clarté calme et détachée d'un ingénieur expliquant un plan. Le budget que vous avez présenté, continuai-je, en désignant leur classeur en cuir immaculé qui trônait sur le buffet comme une bombe non explosée, n'est pas un budget. C'est un plan de liquidation. Pour le financer, je devrais vendre cette maison immédiatement. Je devrais liquider la totalité de mon fonds de retraite, en payant des pénalités et des impôts massifs. Il ne me resterait presque rien. J'ai laissé la réalité de ces mots s'installer. Chloé fixait les papiers, le front plissé, non pas de sympathie, mais d'agacement, comme si ma survie financière était un obstacle inopportun à ses projets. J'ai passé ma vie entière à construire des choses, dis-je, ma voix basse et stable. Des ponts, des bâtiments, une famille, un avenir. J'ai tout fait en comprenant un principe fondamental. On ne peut pas mettre plus de contraintes sur une structure qu'elle n'est conçue pour en supporter. Si on le fait, elle ne se plie pas seulement, elle se brise. Et je ne me briserai pas, j'ai regardé le visage plein de ressentiment de ma fille, puis celui, pâle et nerveux, de Jordan. J'ai ensuite fait glisser une seule feuille de papier au centre de la table. C'était un chèque de banque. C'est mon offre finale, dis-je. C'est 80 000 euros. Vous pouvez avoir un mariage magnifique et merveilleux avec ça. C'est un cadeau généreux d'un père qui aime sa fille. C'est aussi la limite structurelle absolue. C'est le maximum que cette fondation peut supporter avant de s'effondrer.
Vous pouvez accepter ce cadeau et nous pouvons aller de l'avant, ou vous pouvez le refuser. Mais il n'y a pas de négociation. Il n'y a plus d'argent. C'est le chiffre final. Je me suis adossé à ma chaise. J'avais exposé les faits. J'avais présenté mes conditions finales et immuables. Tout le poids de leurs rêves extravagants et de mon avenir financier reposait maintenant sur ce seul instant. Le silence dans la pièce était absolu, un vide attendant l'explosion que je savais sur le point de se produire. J'ai regardé le visage de ma fille, observant l'incrédulité se transformer en mépris, et j'ai attendu. Le silence qui suivit mon offre était plus lourd que tout ce que j'avais jamais connu. C'était le poids écrasant de toute une vie de sacrifice pesée et mesurée par ma fille, et jugée insuffisante. Chloé regardait le chèque de banque sur la table, non pas comme un cadeau, mais comme un obstacle. Ses yeux, froids et durs, se levèrent lentement pour rencontrer les miens. Il n'y avait aucune gratitude en eux, pas même de la déception. Il n'y avait qu'un mépris profond et glacial. Puis elle a ri. Ce n'était pas un son d'amusement. C'était une seule explosion de sons, aigus et laides, comme du verre se brisant dans la pièce silencieuse. 80 000 €, dit-elle, sa voix dégoulinant d'un mépris qui faisait physiquement mal. C'est tout? C'est vraiment tout ce que tu penses que je vaux? Elle secoua la tête, un mouvement lent et apitoyé, comme si j'étais un enfant qui ne pouvait tout simplement pas comprendre un concept de base. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu n'as jamais compris. Elle se leva alors, sa chaise raclant durement contre le parquet. Elle se mit à faire les 100 pas, ses mouvements agités, son énergie transformant la salle à manger en cage. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un beau mariage, papa. Il s'agit de mon avenir. Il s'agit de la vie que Jordan et moi construisons. Il s'agit de prendre notre place dans un monde dont tu ne sais rien. Sa voix s'éleva, teintée d'années de ressentiment dont j'ignorais l'existence. Tu as passé ta vie entière dans un bureau poussiéreux à dessiner des plans ennuyeux pour des choses dont personne ne se soucie. Tu t'enthousiasmes pour différents types de béton. Tu construis des ponts que les gens traversent sans une seconde pensée pour des communautés dont tu ne feras jamais partie. Tu rentres à la maison tous les soirs avec de la saleté sous les ongles, fier d'une journée de travail que le monde ignore complètement. Elle arrêta de faire les 100 pas et se tourna vers moi, les yeux flamboyants d'un feu cruel. Que as-tu à montrer pour tout ça? Cette maison démodée, un fonds de pension. Toute ta vie a consisté à être raisonnable, à être pratique, à être petit. Il n'y a rien d'impressionnant chez toi. Il n'y a rien dont on puisse être fier. Elle se pencha en avant, les mains à plat sur la table, son visage à quelques centimètres du mien, et elle rendit le verdict final, les mots qui résonneraient dans mon esprit pour toujours. Ta vie, cracha-t-elle, ne vaut rien. Le mot resta suspendu dans l'air, un poison irréversible. Et Jordan est resté assis là. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas touché son bras pour la calmer. Il ne m'a pas regardé avec des excuses dans les yeux. Il a juste fixé son assiette vide, un complice silencieux et sans courage de mon assassinat de caractère. Son silence était sa signature sur sa déclaration. Il était d'accord avec chaque mot. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Il a gelé. La partie de mon cœur qui contenait l'amour inconditionnel d'un père pour sa fille s'est transformée en glace, puis en granit. La douleur était si immense, si absolue qu'elle est devenue autre chose. Elle est devenue clarté. Je ne regardais plus mon enfant. Je regardais une étrangère hostile qui se trouvait partager mon ADN. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas défendu. Un ingénieur ne discute pas avec un test de résistance qui a échoué. Il documente les résultats. Je l'ai regardé, mon visage un masque de calme. J'ai lentement tendu la main, j'ai pris le chèque de banque et je l'ai déchiré en deux, puis encore en deux. Le son du papier qui se déchire était le seul bruit dans la pièce. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent, une lueur de choc perçant enfin sa rage. « Ne te donne même pas la peine de venir au mariage, » dit-elle, sa voix tremblant de fureur. « Ta présence ne serait qu'une source d'embarras. » J'ai fait un seul signe de tête lent. « D'accord, Chloé, » dis-je, ma voix était étrangement calme. « Si c'est ce que tu veux. » Je me suis levé de table, je suis passé devant ma fille et son fiancé silencieux, et je suis allé dans mon bureau. J'ai fermé la lourde porte en chêne derrière moi, le doux clic du loquet sonnant aussi final que le scellement d'un tombeau. La tempête était passée, la fissure finale et irréparable avait brisé les fondations, et dans le calme mortel qui a suivi, j'ai commencé à dessiner les plans d'un tout nouveau projet. Je ne les ai pas entendus partir. Je n'ai pas entendu la porte d'entrée se fermer, ni le bruit de leur voiture qui s'éloignait. Le monde extérieur à mon bureau avait cessé d'exister. À l'intérieur, il n'y avait que le profond silence retentissant laissé par le jugement final et brutal de ma fille. Ta vie ne vaut rien. Les mots ne résonnaient pas. Ils se sont installés. Ils sont devenus une partie de la pièce,
aussi solide et réel que le bureau en chêne sous mes mains. Pendant longtemps, je n'ai pas bougé. Je suis simplement resté assis, laissant tout le poids du moment s'abattre sur moi. Il y avait une douleur sismique profonde, le genre de douleur qu'un père ressent lorsque l'enfant qu'il a créé le regarde et ne voit rien de valeur. C'était une agonie qui menaçait de m'engloutir tout entier, de m'entraîner dans un abîme sombre de chagrin et de regret. J'aurais pu rester là. J'aurais pu laisser le chagrin devenir mon projet final, passer le reste de mes années perdues dans les décombres de ce que ma famille était devenue. Mais alors, autre chose a commencé à s'agiter dans le silence. C'était l'ingénieur, l'homme que j'avais été pendant plus de 40 ans, la partie de moi qui ne s'effondre pas face à l'échec, mais qui prend plutôt un presse-papier et commence l'évaluation des dommages. La douleur était toujours là, un bourdonnement sourd et constant, mais ce n'était plus le seul son. Une nouvelle voix, celle de la logique et de l'ordre, a commencé à percer le chaos émotionnel. Mon esprit, sans y être invité, a commencé à analyser la soirée non pas comme un drame familial, mais comme une défaillance structurelle. La conception initiale de notre famille, construite sur l'amour et le respect mutuel, avait été fondamentalement compromise. Des années de sentiments de droit et d'avidité étaient l'équivalent d'un air salin corrosif rongeant l'acier renforcé. Le test de charge finale, mon offre de 80 000 €, avait été appliqué, et le résultat fut catastrophique, effondrement structurel total. Le chagrin est une émotion improductive face à une telle défaillance. Il ne reconstruit pas. Il ne renforce pas. Il observe simplement les décombres. Mais un ingénieur voit des décombres et commence immédiatement à conceptualiser une nouvelle conception. Ma vie n'était pas sans valeur. C'était une structure bien construite, fondée sur le travail acharné, l'intégrité et l'amour pour une femme qui comprenait sa vraie valeur. Elle avait résisté aux tempêtes. Elle avait fourni un abri. Elle avait résisté à l'épreuve du temps. C'était la perception de ma fille qui était défectueuse, pas la construction de ma vie. Et à ce moment-là, assis dans l'obscurité silencieuse de mon bureau, la transformation fut complète. Le père en deuil s'est effacé, et l'architecte a pris sa place. La douleur était toujours la fondation, mais par-dessus, j'ai commencé à jeter les bases d'un nouveau projet. Ce ne serait pas un projet de colère ou de vengeance. Ce serait un projet de correction, un projet d'ordre, un projet pour démontrer de la manière la plus claire et la plus structurellement saine possible la valeur vraie et indéniable d'une vie bien vécue. J'ai allumé ma lampe de bureau. La lumière chaude a découpé un cône dans l'obscurité. J'ai sorti un bloc-notes neuf et un crayon bien taillé. La page blanche ne semblait pas vide. Elle ressemblait à une opportunité. Il était temps de dessiner un nouvel ensemble de plans. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le soleil. Pour la première fois depuis des mois, mon esprit n'était pas un brouillard d'anxiété et de blessures. C'était une table à dessin propre et bien éclairée. La douleur était toujours là, une douleur profonde et fondamentale, mais ce n'était plus une faiblesse. C'était maintenant le roc sur lequel je construirais. J'ai pris une douche, je me suis habillé d'une chemise et d'un pantalon impeccables, et j'ai préparé une cafetière de café noir bien fort. Je ne me sentais pas comme un père en deuil. Je me sentais comme un ingénieur au premier jour d'un nouveau projet vital. À 8 heures précises, j'ai passé mon premier appel. Mon conseiller financier, Michel, s'occupe de mon portefeuille depuis près de 20 ans. C'est un homme prudent et stable, un peu comme moi. Quand je me suis assis dans son bureau, il m'a accueilli avec son sourire chaleureux et professionnel habituel. « Léo, content de vous voir. Juste là pour notre bilan trimestriel ?»« Non, Michel, dis-je, ma voix calme et directe. Je suis ici pour restructurer l'ensemble de mon portefeuille. L'objectif n'est plus la croissance à long terme. Le nouvel objectif est la protection immédiate des actifs et la réaffectation stratégique. » Le sourire de Michel s'effaça, remplacé par une expression de profonde inquiétude. Il se pencha en avant, baissant la voix. « Léo, tout va bien? Avez-vous des ennuis? Quelqu'un vous met-il la pression? » Je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair de ma vie, l'ai-je assuré. Et c'était la vérité absolue. J'ai brièvement expliqué la situation, non pas avec l'émotion d'un père blessé, mais avec l'effet froid d'un PDG signalant une tentative de prise de contrôle hostile par un membre dissident du conseil d'administration. Je lui ai parlé des dépenses de mariage, des frais de carte de crédit secret et du projet de vendre ma maison. Il a écouté patiemment, son expression passant de l'inquiétude à l'indignation professionnelle. C'est un abus de confiance flagrant, Léo. Nous devons tout verrouiller immédiatement. Exactement, dis-je. Premièrement, je veux liquider une partie importante de mon portefeuille d'actions. Je veux le convertir en liquidité. Deuxièmement, je veux fermer tous les comptes joints et annuler toutes les cartes de crédit supplémentaires liées à mon nom. Troisièmement, et c'est le plus important, je veux parler de la création d'une fiducie irrévocable.
Michel hocha la tête, son esprit déjà en action. Une fiducie est la forme la plus solide de protection des actifs, expliqua-t-il, confirmant ce que mes recherches nocturnes avaient suggéré. 5, 6, 7, 8 et 9, une fois que vous y placez des actifs, ils ne sont plus légalement considérés comme faisant partie de votre patrimoine personnel. 6, ils ne peuvent être touchés par des créanciers. Ils ne sont pas soumis à des réclamations dans un procès, et ils ne peuvent être contrôlés par quelqu'un qui pourrait, par exemple, tenter d'obtenir une procuration sur vos affaires en vous faisant déclarer mentalement inapte. Ces mots ont fait mouche. C'était une défense contre un mouvement que je n'avais même pas entièrement envisagé, mais que je savais que Chloé et les Dubois seraient capables de faire. C'est précisément ce que je veux, dis-je. Je veux créer une forteresse financière, Michel, et je veux que vous soyez celui qui en dessine les plans. Il me regarda, un nouveau respect dans les yeux. Considérez que c'est fait, Léo. Nous commencerons la paperasse aujourd'hui. J'ai quitté son bureau avec la première partie de ma nouvelle structure en cours. Mon prochain arrêt était à quelques rues de là, au cabinet d'avocats Cartier et Associés. Benoît Cartier était le fils d'un vieil ami, un jeune avocat brillant et énergique qui avait repris le cabinet de son père. Il avait la réputation d'être brillant et, si nécessaire, impitoyable. Quand je me suis assis dans son bureau moderne et ensoleillé, je n'ai pas perdu de temps en politesse. « Benoît, commençai-je. Je suis ici pour discuter de deux choses. Le déshéritement complet et total de ma fille Chloé Chevalier et la création simultanée d'une fondation caritative. » Benoît haussa les sourcils, mais resta professionnel. Il s'adossa à sa chaise. « C'est une décision importante, Léo. Puis-je demander ce qui l'a motivé ? » « Vous le pouvez, dis-je. J'ai fait glisser une seule feuille de papier sur son bureau en verre. C'était une liste résumée des dépenses de carte de crédit, des frais secrets de l'organisatrice de mariage, des fêtes, des costumes sur mesure, de la compte pour la lune de miel. Ceci est un résumé de l'exploitation financière. Le mobile est devenu clair après que ma fille m'a informé que l'œuvre de ma vie était, je cite, « sans valeur » et que ma présence à son mariage serait un embarras. Ce n'est plus une affaire de famille, Benoît. C'est une transaction commerciale qui a mal tourné, et je dissous le partenariat. Benoît étudia le papier, son expression se durcissant à chaque ligne qu'il lisait. « Je vois, dit-il, sa voix calme mais tranchante. C'est scandaleux. » Il leva les yeux vers moi. « Alors, quel est le plan ?» C'était le moment, le dévoilement du plan complet. Premièrement, dis-je, le mariage. Je suis le seul financier de tous les contrats avec les fournisseurs. Je veux que vous rédigiez des lettres de retrait avec effet immédiat. Nous allons résilier chaque contrat et annuler chaque paiement. Benoît hocha la tête. Parfaitement légal. Ils n'ont aucun recours si vous êtes celui qui paie. Deuxièmement, la maison. Elle est entièrement payée et l'acte de propriété est à mon nom seul. Je veux la mettre sur le marché d'ici la fin de la semaine. C'est également votre droit, confirma Benoît. Et troisièmement, la partie la plus importante, dis-je en me penchant en avant. La majeure partie de mes actifs liquides, l'argent de la liquidation des actions et de la vente future de la maison, constituera la dotation fondatrice d'une nouvelle organisation caritative. Je veux l'appeler la Fondation Isabelle Chevalier. Le professionnalisme de Benoît se fissura un instant, et un sourire sincère toucha ses lèvres. Isabelle Chevalier, dit-il doucement. Mon père a toujours dit qu'elle était l'une des femmes les plus remarquables qu'il ait jamais connues. Elle l'était, dis-je, une boule se formant dans ma gorge pour la première fois de la journée. Et sa fondation aura un objectif unique et clair. Fournir des bourses d'études complètes à des étudiants défavorisés qui entrent dans le programme de génie civil de l'Université d'État. Ma fille croit que ma carrière était sans valeur. Je vais utiliser les économies de ma vie pour prouver que le travail que j'ai fait peut construire des dizaines, peut-être des centaines de nouvelles vies. Benoît resta silencieux un long moment, me regardant avec une expression d'admiration. Il se pencha finalement en avant, plaçant ses mains sur son bureau. « Léo, dit-il, sa voix remplie d'une énergie nouvelle. Ce n'est pas seulement une stratégie juridique. C'est une œuvre d'art. C'est impeccable. C'est défendable. Et franchement, c'est une justice poétique. » Il sourit. « Je serais honoré d'être votre architecte sur ce projet. Mettons-nous au travail. » En quittant le bureau de Benoît Cartier, j'ai ressenti un sentiment de détermination que je n'avais pas connu depuis des années. Le chagrin n'avait pas disparu, mais il s'était transformé. Ce n'était plus un poids, mais un carburant. Je n'étais plus une victime réagissant à une crise. J'étais un ingénieur exécutant une conception sans faille. Le monde me semblait différent. Les lignes des bâtiments semblaient plus nettes, le ciel d'un bleu plus clair. Le projet avait commencé.
Mon premier arrêt ne fut pas ma maison, mais un petit café en bas de la rue. Je me suis assis avec une tasse de café noir et j'ai sorti mon téléphone. La phase de démolition devait être rapide, propre et décisive. La première poutre de soutien à sectionner était la ligne de crédit. J'ai composé le numéro au dos de ma carte de crédit. Après avoir navigué dans le menu automatisé, un agent du service clientèle joyeux a répondu. « Merci d'avoir appelé. Comment puis-je vous aider, monsieur Chevalier ?» « Bonjour, dis-je, la voix calme et stable. Je dois signaler une carte comme étant compromise et annuler le compte immédiatement. » J'ai lu le numéro de la carte supplémentaire que j'avais donné à Chloé. « Oh, je suis vraiment désolé d'apprendre cela, monsieur, » a dit l'agent avec une empathie de circonstance. Pouvez-vous me parler des transactions suspectes? Les transactions sont nombreuses et étendues, ai-je répondu, la voix dénuée d'émotion. Mais le problème principal est que ma confiance a été compromise. Veuillez fermer la carte. Ne m'envoyez pas de remplacement. Il y a eu une pause, puis le son de la frappe au clavier. Très bien, monsieur Chevalier. J'ai placé un blocage permanent sur la carte et fermé le compte. Elle ne peut plus être utilisée. Merci, dis-je, et j'ai mis fin à l'appel. La première coupe était faite. C'était propre et sans effusion de sang. Ensuite, j'ai appelé le directeur de mon agence bancaire locale, un homme que je connaissais depuis 30 ans. Thomas, dis-je, c'est Léo Chevalier. J'ai besoin d'un service. Je dois fermer le compte joint que j'ai ouvert la semaine dernière, celui intitulé « Mariage Chevalier Dubois », et je dois transférer le solde restant intégral sur mon compte chèque principal. Pouvez-vous faire ça pour moi aujourd'hui? Bien sûr, Léo, dit-il, sa voix chaleureuse mais sentant le sérieux dans la mienne. Considérez que c'est fait. Est-ce que tout va bien? Tout, dis-je, est enfin en train d'être mis en ordre. Les robinets financiers étant fermés, il était temps de démanteler la structure elle-même. J'ai sorti la liste des fournisseurs que Chloé avait si fièrement partagée. En haut de la liste se trouvait l'organisatrice de mariage, une femme nommée Geneviève. J'ai composé son numéro. Elle a répondu d'une voix qui sonnait comme un parfum cher. Geneviève de la Cruz. « Bonjour, Madame de la Cruz, » dis-je. « Ici Léo Chevalier. Je suis le seul financier du mariage Chevalier Dubois. »« Monsieur Chevalier, » s'extasia-t-elle. « Si heureuse d'avoir de vos nouvelles. » Chloé me parlait justement des magnifiques centres de table que nous avons conçus. « Je vous appelle pour vous informer, » dis-je, coupant court à ses amabilités, que je retire officiellement tout financement pour cet événement, avec effet immédiat. Vos services ne sont plus requis. Le silence à l'autre bout du fil fut immédiat et absolu. Je vous demande pardon, balbutia-t-elle finalement. En raison d'un changement matériel de circonstances, l'événement est annulé, ai-je déclaré, récitant la phrase juridique que Benoît m'avait conseillé d'utiliser. Je mets fin à notre accord. Mais les acomptes, les contrats. Nous avons une politique de non-remboursement. Sa voix montait, une pointe de frénésie s'y glissant. Je suis conscient des politiques, dis-je calmement. Ma décision est finale. Veuillez adresser toute correspondance future à mon avocat, Benoît Cartier. Son cabinet s'occupera de la dissolution de tous les accords formels. Bonne journée. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse bredouiller un autre mot. Un par un, j'ai parcouru la liste. Le domaine de la Crête d'Or était le suivant. 10, 11, 1 Monsieur Poli, mes fermes m'a informé que mon acompte de 120 000 € était en effet non remboursable. Je comprends parfaitement, lui ai-je dit. L'acompte est perdu. Veuillez considérer ceci comme mon avis officiel d'annulation. Il était si décontenancé par mon manque d'argumentation qu'il n'a pu que murmurer un « très bien, monsieur ». J'ai appelé la boutique « Fleur de Prestige », annulant la commande de 25 000 € de pivoine hollandaise. J'ai appelé le photographe, le vidéaste et l'orchestre. Le script était toujours le même. Bonjour, ici Léo Chevalier, financier du mariage Chevalier Dubois. Les réactions allaient de la confusion à l'indignation, mais ma réponse ne varia jamais. Ma décision est finale. Veuillez contacter mon avocat, Benoît Cartier. À chaque appel, je sentais un poids se soulever. Je n'annulais pas seulement une fête. Je reprenais ma vie, un fournisseur à la fois. La phase suivante du projet ne concernait pas la démolition, mais la construction. Le lendemain, j'ai rencontré une agente immobilière, une femme vive nommée Sarah, qui avait le meilleur bilan de vente du département. Nous étions dans mon salon, la même pièce où ma vie avait été déclarée sans valeur à peine 2 nuits auparavant. « C'est une belle maison, Léo », dit-elle en regardant autour d'elle. « Une structure solide. Elle suscitera beaucoup d'intérêt. » « Je ne veux pas beaucoup d'intérêt, lui ai-je dit.
Je veux une vente unique et nette. Les guerres d'enchères ou l'attente de l'offre parfaite ne m'intéressent pas. Fixer un prix pour vendre. Je suis prêt à tourner la page. Elle m'a regardé, a vu la résolution dans mes yeux et a hoché la tête. Je comprends. L'annonce sera en ligne d'ici demain et un panneau, à vendre, sur la pelouse cet après-midi. L'étape finale et la plus importante a eu lieu de retour dans le bureau de Benoît Cartier. Il avait travaillé avec une vitesse incroyable. Sur sa table de conférence était étalée une série de documents épais et officiels. Il a fait glisser le premier vers moi. « Le voici, Léo », dit-il. L'acte constitutif officiel de la Fondation Isabelle Chevalier. J'ai lu les mots. Tout était là, en langage juridique clair, une organisation à but non lucratif dédiée à fournir des bourses universitaires complètes de 4 ans à des étudiants défavorisés et prometteurs souhaitant poursuivre un diplôme en génie civil. Mon cœur s'est gonflé d'un sentiment que je ne pouvais pas tout à fait nommer. C'était de la fierté, mais plus profonde. C'était de l'amour, mais plus large. C'était le sentiment de créer quelque chose qui me survivrait, quelque chose dont Isabelle aurait été immensément fière. Benoît a montré la ligne de signature. Une fois que vous signez ceci, Léo, la fondation existe légalement, et une fois que vous faites le premier dépôt, elle est financée. Et parce que nous l'avons structurée comme une fiducie irrévocable, elle est permanente. Personne ne pourra jamais y toucher. Certaines choses devraient être permanentes, Benoît, dis-je en prenant le lourd stylo. Certaines choses devraient être construites pour durer. Ma signature était ferme et claire. Moi, Léo Chevalier, n'étais plus seulement un ingénieur à la retraite. J'étais le fondateur et le président d'un héritage. Benoît a fait glisser un formulaire d'autorisation de virement bancaire devant moi. Le nouveau compte est ouvert et prêt. J'ai regardé le formulaire. D'un autre coup de stylo, j'ai transféré une somme substantielle, la première de nombreuses, sur le compte de la fondation. C'était l'argent qui se trouvait sur le compte de mariage joint. L'argent qui devait payer le champagne et une organisatrice de mariage célèbre. Maintenant, il paierait des manuels, du matériel de laboratoire, les rêves d'un jeune qui, comme moi, voulait construire des choses qui comptent. En quittant le bureau de Benoît, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. La démolition était terminée. La nouvelle fondation était coulée. Les plans de mon propre avenir étaient enfin clairs. Toutes les pièces étaient en place. Le piège était tendu. Il ne me restait plus qu'à attendre que ma fille y entre. Les semaines qui précédèrent le mariage furent silencieuses. Je n'eus aucune nouvelle de Chloé. Pas de messages vocaux en colère, pas de SMS suppliants. C'était comme si, après notre dernier dîner, j'avais simplement cessé d'exister dans son monde. C'était une paix étrange et vide. Mais je savais que c'était le calme avant la tempête. J'avais méticuleusement retiré les murs porteurs de son fantasme, et ce n'était qu'une question de temps avant que toute la structure ne s'effondre. Je n'avais pas besoin d'être là pour le voir. Un ingénieur connaît son propre plan de démolition. Je pouvais imaginer toute la séquence des événements avec une clarté parfaite et glaçante. J'imagine que la matinée a commencé avec un sentiment de triomphe pour elle. Elle devait être dans la suite présidentielle d'un hôtel 5 étoiles, l'air épais de l'odeur de la laque et de parfums chers. Une équipe de stylistes s'affairait autour d'elle, ses demoiselles d'honneur riant et sirotant du champagne. Dans son esprit, elle avait gagné. Son père boudeur et déconnecté avait été remis à sa place, et sa nouvelle vie glorieuse n'était qu'à quelques heures de commencer. Elle devait se sentir intouchable, se prélassant dans la lueur de sa victoire imminente. Le premier signe de problème aurait été petit, un simple bourdonnement de son téléphone, facilement écarté comme un autre message de félicitations. Mais ce serait le fleuriste. Une voix polie et confuse à l'autre bout. « Mademoiselle Chevalier, ici Annette de la boutique Fleurs de Prestige. Je suis vraiment désolé, mais nous appelons pour confirmer l'annulation de toute votre commande de fleurs pour cet après-midi. Nous avons reçu un avis juridique de l'avocat de votre père et le paiement final a été retiré. » Chloé aurait ricané, son agacement à peine perceptible. Une erreur. Une erreur administrative que son père incompétent avait commise. C'est ridicule, aurait-elle lancé. Il n'y a pas d'annulation. Vous envoyez ces fleurs comme prévu. Elle aurait raccroché, irritée mais pas ébranlée, disant à ses demoiselles d'honneur que c'était juste une autre chose qu'elle devait gérer elle-même. Mais quelques minutes plus tard, un autre appel. Cette fois, le photographe. Son ton serait moins poli, plus professionnel. Chloé, c'est Marc. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais nous ne pouvons pas couvrir votre mariage. Le chèque pour le solde restant a été rejeté ce matin. Et puis nous avons reçu une résiliation de contrat formel d'un avocat nommé Benoît Cartier. Il a dit que tout le financement a été retiré. Je suis désolé,
mais nous nous retirons. Le mot « avocat » serait le premier frémissement de peur réelle. C'était organisé. Ce n'était pas un simple oubli. Son propre téléphone lui semblerait glissant dans sa paume soudainement moite. Elle essaierait de m'appeler alors. L'appel irait directement à la messagerie vocale. Elle essaierait à nouveau. Messagerie vocale. Un nœud de panique pur commencerait à se former dans son estomac, puis l'avalanche commencerait. Son téléphone s'allumerait, un assaut incessant. Un SMS de la compagnie de limousine. Paiement final refusé. Toutes les voitures annulées. Un email du chef d'orchestre. Urgent. Financement retiré par le client Léo Chevalier. Nous ne jouerons pas, les appels deviendraient un déluge. Le traiteur, le technicien d'éclairage, la société de location de la porcelaine fine. Chaque appel était un autre coup de marteau, une autre partie de sa journée parfaite s'effondrant en poussière. Je la vois faire les 100 pas dans la suite dans son peignoir de soie, son maquillage soigneusement appliqué commençant à ressembler à un masque de désespoir. Jordan serait debout, inutile, dans le coin, pâle et sans voix, essayant à plusieurs reprises mon numéro avec le même manque de succès. Ces demoiselles d'honneur seraient silencieuses, leur coupe de champagne intacte, regardant un conte de fées se transformer en accident de train en temps réel. L'appel final et frénétique viendrait de Geneviève de la Cruz, l'organisatrice de mariage, et elle ne serait pas polie. Elle crierait, sa voix une symphonie stridente de terreur et de rage. « Chloé, qu'est-ce que vous avez fait, bon sang? Tout est annulé. Le domaine de la Crête d'Or vient de m'appeler. Ils ont fermé les portes. Ils ont cité un avis d'annulation de l'avocat de votre père. Ma réputation est ruinée. Tous les fournisseurs m'appellent, menaçant de me poursuivre. Qu'est-ce qui se passe? » S'accrochant à un dernier fil d'espoir désespéré, ils décideraient qu'ils devaient le voir par eux-mêmes. Ce devait être un bluff, un malentendu terrible et cruel qui pourrait être réparé s'il se présentait simplement. La scène que j'imagine ensuite est celle qui m'apporte une satisfaction sombre et tranquille. Une limousine noire rutilante, la dernière partie non annulée de son fantasme, s'arrêtant devant les magnifiques portes en fer forgé du domaine de la Crête d'Or. À l'intérieur se trouverait Chloé, son visage un masque de terreur, Jordan, une statue d'impuissance, et ses parents, les redoutables monsieur et madame Dubois, leurs visages taillés dans le granit. Ils seraient venus à l'hôtel pour voir ce qui causait le retard, pour être emportés dans le chaos. Et ils arriveraient pour trouver les portes fermement, indéniablement fermées, enchaînées et cadenassées. Apposé sur les barreaux, il y aurait un simple panneau imprimé professionnellement. Son message serait brutal dans sa clarté, événement privé prévu pour le 15 octobre annulé. Le silence dans la voiture serait absolu. Puis les sons de leur monde qui s'effondrent. Chloé pousserait un son entre un sanglot et un cri. Jordan marmonnerait « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» encore et encore. Mais ce seraient les visages des Dubois qui raconteraient la véritable histoire. Leur masque soigneusement construit de calme aristocratique se briserait, remplacé par la fureur nue de l'humiliation publique. C'était leur monde, leur cercle. Et à ce moment précis, d'autres limousines s'arrêteraient derrière eux, remplies de leurs amis et partenaires commerciaux, tous témoins de ce désastre social sans précédent. Le mariage de leur fils, l'événement destiné à cimenter leur statut, venait de devenir le fiasco le plus embarrassant de l'année. Je n'étais pas là pour voir les larmes ou entendre les cris. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais le résultat au moment où j'ai signé le premier ordre d'annulation. Une structure construite sur une fondation de mensonges, d'avidité et de manque de respect ne peut pas tenir. Je ne l'ai pas renversée. J'ai simplement retiré les étais temporaires qui la soutenaient, et j'ai laissé les lois de la physique faire le reste. Après l'implosion publique au domaine de la Crête d'Or, je savais qu'il viendrait. Un animal acculé, surtout un aussi fier que ma fille était devenue, ne s'enfuit pas simplement, il attaque. Je ne me suis pas caché. Je n'ai pas verrouillé les portes. J'ai simplement continué mon travail. J'étais dans le salon, le cœur de la maison, entouré de boîtes en carton et de piles de vieux journaux pour emballer. Chaque objet que je prenais, une photo encadrée, une petite sculpture qu'Isabelle avait aimée, était une pièce tangible de la vie que ma fille avait déclarée sans valeur. J'emballais chacun avec soin, non pas avec tristesse, mais avec un sentiment de finalité paisible. Je ne déménageais pas une maison. J'archivais une vie bien vécue. J'ai entendu la voiture avant de la voir, le bruit des pneus crissant alors qu'elle prenait le virage dans ma rue trop vite. Une berline sombre et chère s'est arrêtée brutalement sur le trottoir. Les portières se sont ouvertes. 4 silhouettes en sont sorties, leurs mouvements raidis par la fureur. C'étaient Chloé, Jordan et ses parents. Leur tenue de mariage, qui devait paraître élégante et festive, ressemblait maintenant à des costumes pour une tragédie. Leurs visages étaient rouges, tordus par un cocktail toxique de rage et d'humiliation.
Ils ont traversé la pelouse comme une armée d'invasion, mais ils se sont arrêtés. Tous les quatre, figés en plein mouvement. Leurs yeux s'étaient fixés sur quelque chose qui ne faisait pas partie de leur plan de bataille. C'était un simple panneau planté fermement dans l'herbe près du treillis de roses. Il était rouge vif et blanc, et le seul mot dessus était impossible à mal interpréter. Vendu. J'ai regardé par la fenêtre la réalité du panneau les frapper. J'ai vu les mains de Chloé voler à sa bouche. J'ai vu le regard d'incrédulité totale sur le visage de Madame Dubois. La maison pour laquelle ils venaient se disputer, l'actif que Chloé avait prévu de liquider pour son nouveau départ, était déjà parti. Ce n'était plus une monnaie d'échange. Ce n'était plus à elle de la convoiter. C'était un chapitre clos. Ce moment de silence stupéfait fut brisé par un cri rauque de pure rage de Chloé. Elle s'est élancée vers la maison, ses chaussures de mariage s'enfonçant dans le gazon tendre. Elle n'a pas pris la peine de frapper. Elle a ouvert la porte d'entrée avec une telle force qu'elle a claqué contre le mur, le son résonnant dans les pièces à moitié vides. Elle m'a trouvé près de la cheminée, en train de scotcher calmement une boîte étiquetée « Livre d'Isabelle ». « Comment as-tu pu » hurla-t-elle, sa voix se brisant d'hystérie. Jordan et ses parents s'entassaient dans l'embrasure de la porte derrière elle, leur visage une galerie de dégoût et de fureur. « Tu as fait ça, tout ça. Tu as ruiné mon mariage, mon seul jour parfait. Tu as fait ça juste pour m'humilier, pour nous humilier devant tout le monde que nous connaissons. » Ces mots m'ont submergé, mais ils n'avaient plus de pouvoir. Ils n'étaient que du bruit, le son insignifiant d'une tempête qui était déjà passée. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas répondu à sa rage par la mienne. J'ai calmement fini de scotcher le joint de la boîte, passant ma main dessus pour m'assurer qu'il était bien fixé. J'ai pris un marqueur noir et j'ai clairement écrit le numéro de la boîte dans le coin supérieur. Mes mouvements délibérés et calmes semblaient l'exaspérer encore plus. « Tu m'écoutes au moins » a-t-elle crié. « Ma vie est ruinée, et toi, tu fais des cartons. » J'ai finalement posé le marqueur. Je me suis tourné pour lui faire face, ainsi qu'aux trois autres accusateurs silencieux dans l'embrasure de ma porte. J'ai regardé le visage de ma fille, strié de larmes et rempli de haine. J'ai regardé les Dubois qui me fixaient comme si j'étais un insecte à écraser. Je ne ressentais rien d'autre qu'une grande et calme distance par rapport à eux tous. « Tu as tort, Chloé, dis-je, et ma voix était si calme, si dépourvue d'émotion, qu'elle sembla la surprendre au point de la faire taire. Je n'ai rien ruiné. Je l'ai réaffecté. Je suis passé devant elle et me suis dirigé vers le manteau de la cheminée. Le portrait d'Isabelle avait disparu, déjà emballé en toute sécurité. À sa place, il y avait une seule brochure triptyque imprimée professionnellement. C'était le seul objet que j'avais laissé sorti. Je l'ai prise. Elle semblait lourde dans ma main, lourde de sens, lourde du poids de la vraie valeur d'une vie. Je me suis retourné vers eux. Chloé me regardait, les yeux plissés de suspicion et de confusion. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai simplement tendu la brochure vers elle. C'était ça, le plan final, l'explication de tout. Tout était là, imprimé en noir et blanc, attendant de porter le coup final dévastateur. Chloé arracha la brochure de ma main, ses mouvements vifs et colériques. Jordan et ses parents se blottirent derrière elle, tous les quatre scrutant le papier glacé comme s'il s'agissait d'un objet étrange et menaçant. J'ai observé leur visage, observateur silencieux de l'acte final d'une pièce que j'avais écrite. J'ai vu la première lueur de confusion lorsque Chloé a lu le titre sur le devant, la Fondation Isabelle Chevalier. Ses yeux se sont levés pour rencontrer les miens, une question en suspens qu'elle n'osait pas poser. Son expression a changé en l'ouvrant. Je savais ce qu'elle voyait. Une belle photo souriante de sa mère, prise dans notre jardin des années auparavant. À côté, la déclaration de mission écrite en prose élégante et claire, dédiée à fournir des bourses universitaires complètes de 4 ans pour des étudiants défavorisés et prometteurs qui souhaitent poursuivre un diplôme en génie civil à l'université d'État. J'ai vu le moment où les mots ont fait leur chemin. Dans son esprit, son front plissé. L'ingénierie, ma profession, la carrière ennuyeuse et sans valeur dont elle s'était si profondément moquée. J'ai vu les lèvres de Madame Dubois se pincer. Elle comprenait les implications financières d'une fondation bien mieux que ma fille. Ce n'était pas un simple geste. C'était une forteresse. Mais c'est le dos de la brochure qui a porté le coup de grâce final. Chloé l'a retourné et son souffle s'est coupé. Tout son corps s'est raidi. Les Dubois se sont penchés plus près. Là, au bas de la page, se trouvait une courte section sous un titre simple, dotation fondatrice, et sous ce titre, une seule ligne, une entrée qui transformait cet acte entier d'une simple charité en une réfutation dévastatrice et précise. C'était un nombre, un chiffre exact au centime près, représentant le budget total détaillé de son mariage de rêve annulé. Le sang quitta le visage de Chloé. La rage, la fureur, l'indignation vertueuse,
tout s'est évaporé, remplacé par un choc creux et vide. Elle a enfin compris. Elle n'avait pas été victime d'une crise de colère. Elle avait été le sujet d'une réévaluation structurelle méticuleuse. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux écarquillés d'une horreur qui était enfin dévastatrice, silencieuse. Elle n'avait plus de mots. Je les avais tous pris. J'ai regardé ma fille, une étrangère, debout dans les ruines de sa propre création. Et j'ai enfin parlé, ma voix calme, mais portant le poids d'une vie. Tu m'as dit que ma vie ne valait rien, Chloé, commençai-je. Tu m'as dit que je n'avais rien dont je puisse être fier. Et après notre dernière conversation, j'ai réalisé que tu avais raison sur une chose. La vie que je menais, celle où mon seul but était de servir de compte en banque silencieux pour un style de vie que je ne respectais pas. Cette vie-là ne valait rien. Alors, j'ai suivi ton conseil. J'ai arrêté de la vivre. Tu m'as dit de ne pas venir à ton mariage, et j'ai respecté tes souhaits. Je ne suis pas venu. À la place, j'ai construit quelque chose. J'ai pris les ressources destinées à une fête de 6 heures, et je les ai investies dans un héritage qui durera des générations. Un héritage qui honore ta mère et les valeurs qu'elle défendait. Un héritage construit sur la profession même que tu as qualifiée de dénuée de sens. J'ai laissé les mots s'installer dans la pièce silencieuse. Cette fondation, Chloé, et la leçon qui l'accompagne, est mon dernier cadeau de mariage pour toi. C'est la leçon de ce à quoi ressemble réellement l'œuvre d'une vie. C'est la valeur indéniable de construire des choses qui durent. Je n'ai pas attendu de réponse. Il n'y avait plus rien à dire. Le projet était terminé. Je me suis détourné d'eux, je suis allé vers la boîte que j'avais emballée plus tôt, celle étiquetée « Livre d'Isabelle ». Je l'ai soulevée dans mes bras. Elle semblait solide, réelle. Je suis sorti du salon, passant devant ma fille silencieuse et brisée, devant les Dubois stupéfaits et inutiles. Je suis sorti par la porte d'entrée, sous le soleil de l'après-midi. Et je ne me suis pas retourné. Je les ai laissés debout dans la coquille vide d'une maison qui n'était plus la mienne, à faire face aux conséquences qu'ils avaient eux-mêmes orchestrées. Et alors que je plaçais la boîte sur le siège passager de ma voiture, j'ai senti un sentiment de paix s'installer en moi, aussi calme et aussi fort qu'une fondation parfaitement posée. Ma nouvelle vie venait de commencer. Toute cette expérience m'a appris une leçon qui a mis 71 ans à se concrétiser. Pendant trop longtemps, j'avais confondu mon devoir de pourvoyeur avec mon but en tant que père. Je pensais que donner à ma fille ce qu'elle voulait était la même chose que de lui donner ce dont elle avait besoin. Quand elle a qualifié ma vie de sans valeur, elle m'a forcé à en calculer enfin la vraie valeur. J'ai appris que la valeur d'une vie ne se mesure pas à la richesse que l'on peut donner, mais au principe que l'on refuse de sacrifier. Mon plus grand projet n'a jamais été un pont ou un bâtiment, mais un héritage d'intégrité. Une leçon que j'ai finalement dû enseigner. Selon vous, quel est l'héritage le plus précieux qu'une personne puisse laisser derrière elle? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.